va mettre l'autre. Je mets ta présentation ou pas? Je mets ta présentation ou pas? Oui, oui, c'est ça. Donc c'était dans la partie environnement, on avait tout à l'heure en vert, il y avait en haut avec les enseignants, au milieu, enfin, bon, les parents et les pères. Donc moi je l'ai appelé de façon un peu intergénérationnelle et socialisation. Et on va passer à la suivante. Et de dire donc en famille, l'enfant intellectuellement au potentiel en famille et l'enfant avec les pères. On peut imaginer donc que les spécificités du développement de cet enfant vont forcément avoir un petit peu des répercussions sur les relations qu'il va nouer en famille et d'autre part après avec les enfants de son âge. Donc donc je reprends un petit peu les spécificités de cet enfant en rappelant qu'il a une hypersensibilité, qu'il est tout le temps en quête de sens, il faut toujours du pourquoi, qu'il est quand même assez fin et sensible à tout ce qui peut se passer autour de lui. Alors j'ai marqué empathie, mais c'est pas toujours empathie. Il peut être très sensible à toutes les émotions sans pour autant pouvoir se mettre à la place de l'autre. Parce que l'empathie, c'est quand même la capacité de pouvoir se mettre à la place de l'autre, ce qui est des fois pas du tout son cas. Des fois oui, des fois non. Il a aussi une pensée qui n'est pas commune, dans laquelle on ne se repère pas toujours. Donc il n'a pas forcément non plus les mêmes implicites. On a parlé tout à l'heure de la pensée en arborescence. Il a aussi une sensibilité personnelle, il se sent très peu sûr de lui, il a une faible estime de lui-même. On va voir pourquoi. Vous avez déjà sans doute des idées d'après tout ce qu'on a dit. Et puis, il a, pour s'arranger un petit peu de toutes ces difficultés, il a des mécanismes de défense qui sont que ça fait du bien des fois de se retirer dans sa tour, d'être dans ses pensées, d'avoir un humour qui peut être un peu dévastateur et puis de pouvoir jouer aussi avec les émotions de son environnement. Alors, diapo suivante. En famille, donc, l'attachement de l'enfant avec les parents, c'est quand même une construction dans laquelle l'enfant se regarde, on décrit assez classiquement que le bébé se regarde dans le regard de sa maman ou de son père, ça veut dire il se voit aimé aimé et reconnu ou bien pas du tout reconnu en fonction de comment ses parents le regardent. Je rappelle une expérience qui s'appelait Still Face où on demandait à une maman de regarder son enfant avec un visage sans émotion. Et au début, l'enfant regarde sa mère et la mère ne bouge toujours pas. Et alors, alors c'est un bébé, hein, il essaye par tous les moyens, il essaye de faire bouger le visage de sa mère et la mère ne bouge pas. Au bout d'un moment, il se met à pleurer et puis après, il va se mettre à vomir tellement c'est insupportable. Alors, on peut se dire que l'enfant, sans aller jusqu'à cet extrême-là, mais l'enfant qui est très curieux, qui a un regard très aiguisé, des yeux perçants parce qu'il veut tout comprendre, tout voir, tout surveiller, peut être un peu persécutant des fois pour ses parents et qui en ont marre d'avoir cet enfant qui a les yeux qui transpercent tout le temps, dans lequel ils ne se reconnaissent pas. Et puis qui savent. Donc il y a cette difficulté quand même de s'identifier et de comprendre surtout comment fonctionne cet enfant un peu particulier. Alors cet enfant particulier, il va mettre toujours en défaut les cadres, les limites qu'on va mettre. Il va toujours attaquer, il va toujours vouloir plus, il va toujours vouloir autrement, il va toujours chercher à comprendre le pourquoi du pourquoi et pourquoi tu me dis ça et pourquoi je ne peux pas le faire maintenant, etc. Ce qui fait que poser des limites, c'est un peu fatigant, mais en même temps, c'est absolument nécessaire. Parce que si l'enfant n'a pas de limite, il se retrouve dans une toute-puissance qui est finalement très très angoissante pour lui et qui lui donne une image assez négative de lui. Alors entre
la façon qu'il a de ne pas être bien vu, et puis d'autre part d'être laissé dans cette toute-puissance, parce qu'il ne rencontre pas de limites suffisamment cadrantes, tout ça fait que son estime personnelle est quand même difficile à construire. Les limites... alors on est dans une société où poser des limites, on sait bien qu'il faut le faire, mais quand même on se sent coupable d'en poser trop, on ne sait pas, etc. Et cet enfant va chercher particulièrement va nous faire ressentir coupable. On va se sentir coupable d'être très carré à un moment donné, sauf quand on va découvrir que finalement on n'a pas tellement d'autres solutions que de poser des limites qui peuvent être un peu arbitraires des fois, mais c'est comme ça parce que ça suffit, parce que je ne supporte plus qu'il aille plus loin. Et voilà, et c'est la seule façon quand même de pouvoir l'aider à grandir. Et trouver quand même ce besoin de sécurité affective. Alors je reviens aussi sur ce que disait Texier tout à l'heure, c'est qu'il est des fois un peu fatigant et on est toujours en train de lui dire non, 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 tu fais pas ci, non, tu fais pas ça, non, ça suffit, tu vas trop loin, c'est pas l'heure, etc. Et c'est aussi important d'appuyer sur le côté positif, c'est que oui, c'est formidable, oui, ça j'ai vu que tu faisais quelque chose de bien. Il faut se le mettre en tête parce que c'est pas ça qui est... Parce que comme il est fatigant, on ne va pas être poussé à valoriser tous ses points positifs. Donc, il faut vraiment se le répéter. Voilà, donc c'est pas une histoire complètement facile. Je pense qu'il y aura des témoignages dans la salle. Des difficultés que vous pouvez rencontrer. Alors les limites... C'est vrai que, juste un petit point sur comment poser les limites. Madame Sio-Faquin qui a écrit un livre que je vous recommande, qui s'appelle, je ne sais plus, sur l'enfant... Oui, l'enfant doué, l'aider à réussir, l'aider à grandir. C'est un livre qui est très bien écrit, je trouve. Elle insiste beaucoup sur le fait que poser des limites, c'est des enfants qui sont intelligents, donc ils vont toujours chercher la logique des lois. Alors il faut quand même s'autoriser à se dire qu'il y a des lois qui sont pour la sauvegarde, pour éviter le danger, donc les enfants ne font pas n'importe quoi parce qu'on est là pour les protéger. Et puis il y a d'autres lois ou d'autres règles qui seront parce que ma limite c'est ça, je veux protéger mon territoire, moi ta mère ou moi ton père, je ne supporte pas que tu fasses ci, que tu fasses ça, et donc ça sera non. Parce que c'est moi, et puis il n'y a pas d'autre logique que ça. Mais voilà, quoi, elle valorise beaucoup ça. La dernière chose, c'est pour dire qu'on parlait d'effet loupe aussi, et c'est vrai que c'est des enfants qui sont très sensibles à comprendre aussi tout ce qui n'est pas clair dans le comportement des parents, et donc ils vont assez rapidement, s'ils trouvent que les choses sont discordantes, que la parole est fausse ou que ils vont tout de suite cerner ce qui n'est pas bien de la part des parents. Donc les parents ont du mal à être complètement idéalisés, ils sont quand même perçus plutôt comme les ados perçoivent leurs parents, c'est-à-dire critiquables surtout. Alors que petits, c'est les petits les petits sont contents quand même de pouvoir s'appuyer sur des parents qui sont tellement formidables. Les enfants potentiels ne sont pas toujours dans ce cas-là, puisqu'ils perçoivent trop de choses. Alors, la diapo suivante, c'est avec les pères. Donc c'est c'est aussi le même raisonnement, c'est que comment on a des relations avec des enfants avec qui on arrive à s'identifier, et on s'identifie à qui nous ressemble un petit peu. Alors, je fais juste, encore une fois, il ne faut pas généraliser, parce que les enfants au potentiel sont ceux dont Christine parlait en tant qu'au potentiel laminaire, c'est ça ? C'est des enfants qui sont un peu comme tout le monde, sauf qu'ils fonctionnent bien, mais ils n'ont pas de différence entre les différents domaines, et donc ils sont très bien intégrés, et ceux-là, les psychologues ne les verront pas, parce que ça fonctionne, ça roule. Donc ceux qui ont des difficultés, c'est plus ceux qui ont des profils un peu hétérogènes. Ils ont des points forts d'un côté et pas du tout de l'autre.
Et c'est avec cela que, c'est ceux-là que vont avoir le plus de difficultés à se faire des copains, parce que ils vont pas du tout fonctionner pareil. Donc ils vont pas du tout trouver leur pareil à eux. Et alors pour pouvoir être avec des amis, ils vont renoncer à montrer comme ils fonctionnent bien dans certains domaines. Donc ils vont un peu abraser leurs compétences, alors ils ont le choix entre soit abraser des compétences et être avec d'autres, soit refuser d'avoir des compétences et à ce moment-là se retrouver seul. C'est un peu un choix comme ça, qui n'est pas forcément très confortable. Peut-être faire un messie pour essayer d'attirer l'attention, c'est pas de certains. Oui, mais à ce moment-là, ils sont quand même distingués. Enfin, dans tous les cas, en tout cas, c'est quand même une difficulté qui peut être assez conséquente. Et nombreux d'enfants qui arrivent au collège, il me semble, se retrouvent un petit peu en position au moins d'isolé, si ce n'est se trouvent harcelés par les copains parce qu'ils ressentent très vivement, très douloureusement les remarques de ceux qui ne les comprennent pas bien. Et ça peut arriver jusqu'à des phobies scolaires et des refus de continuer à aller à l'école. Voilà. Donc, quel soutien on peut... Oui, alors si, là, ce que disait monsieur Olivier Revol, à tous ces jeunes en manque d'amis, il leur disait toujours de chercher l'autre dans la classe, ou chercher l'autre, puisque si on dit qu'il y en a 1 sur 40, ou un peu plus, il y en a forcément un dans les environs au collège, avec qui il va pouvoir se retrouver. Et puis, il y a aussi des associations comme l'AMPEP, donc c'est l'association nationale pour les enfants intellectuellement précoces. Donc, ils proposent des activités, une fois, je ne sais pas combien, une fois par mois, des choses comme ça, mais qui permettent de rencontrer d'autres enfants qui fonctionnent pareil. Alors moi, je suis un peu sensible à cette... Je suis intéressée parce que j'ai beaucoup travaillé avec des enfants qui présentent un handicap moteur, dans lesquels c'est un peu la même... cette histoire de différence par rapport à la norme est aussi très sensible. Et on retrouve vraiment cette problématique. Et donc, il ne faut pas hésiter, si on ne trouve pas près de chez soi, à rejoindre des associations dont c'est un peu l'objet. Alors, j'entendais parler aussi de Mensa, c'est plus pour les adultes qui, à haut potentiel qui vont se rencontrer. Voilà, donc quel soutien possible ? Le premier soutien, c'est d'abord avec les pairs. Donc, on a fait la diapo suivante. Le premier soutien, c'est d'abord de reconnaître le fonctionnement spécifique. Donc, c'est important de savoir que cet enfant a un haut potentiel parce que beaucoup ne sont pas reconnus assez tôt. Le savoir ne règle pas tout, mais ne pas le savoir enquiste des choses. Difficulté. Alors, il faut savoir aussi que si on propose un suivi psychologique, ça va être comme en famille, c'est-à-dire que c'est quand même des enfants qui vont bousculer, chercher le cadre et qui vont attaquer, c'est pas forcément un travail complètement facile. Ce qui fait qu'on peut aussi avoir envie de proposer soit un suivi individuel, soit sinon un suivi familial, sans eux, parce que ça va permettre de... J'ai par exemple vu il n'y a pas très longtemps un jeune qui est en première parce que sa mère me téléphonait en disant que ça ne se passait pas bien entre le père et le fils. Et alors j'ai rencontré toute la famille et on a vu que cet enfant était vraiment précoce, on a fait un bilan. Et les séances suivantes ont permis que le fils expose à son père et que ça discute comme ça sur la façon de fonctionner. Le fait de pouvoir poser les choses, ça détend beaucoup l'atmosphère. Et puis en plus d'avoir un regard tiers, ça permet vraiment de passer à autre chose et puis de prêter moins de mauvaises intentions aux jeunes. C'est toujours aussi important de soutenir la part cognitive, puisque c'est quand même un fonctionnement plaisant pour le jeune et de s'en priver,
ne lui fait absolument pas de bien. Et puis, il faut s'appuyer aussi sur la résilience de certains. Et beaucoup, finalement, je ne sais pas quel pourcentage vont bien, mais il y en a quand même un certain pourcentage qui ne pose aucun souci. Voilà. Alors sinon, je voulais juste, peut-être la dernière diapositive pour vous dire très rapidement. Parmi eux, alors par exemple, bon, des enfants. Youssouf, c'est un jeune qui était en maternelle et qui était absolument insupportable, et les parents ont consulté. Il a suffi de faire un bilan, et en faisant le bilan, tout d'un coup, il s'est complètement posé. Il était très très calme, alors qu'au début, il était arrivé très excité. Et voilà, il y avait un côté magique comme ça de repérer son fonctionnement pour apaiser tout le monde. Emmanuel au CP, lui, c'est un petit garçon qui a fonctionné très bien. Il a suffi que l'enseignant de maternelle, de moyenne section, dise qu'il pouvait sans doute passer directement au CP parce qu'il savait déjà lire, ce n'est pas la peine de traîner. Et bon, ça roule, il n'y a pas d'autres soucis particuliers pour le moment. Paul, en 6e, lui, c'est un jeune qui a un problème un peu hétérogène, un haut potentiel hétérogène. Et c'est lui qui est en très grande difficulté avec les copains, qui est en phobie scolaire et qui est sorti de l'école, du collège pour l'instant. Donc ça c'est... Philémon en seconde, lui, il a toujours été avec des adultes, il s'intéresse je sais pas, à l'Islande, aux failles, etc. Mais il mène son bonhomme de chemin sans souci, à partir du moment où tout a été bien repéré, bien vécu. Vincent, en première, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure, là, qui avec son père, les parents le voyaient en grande difficulté avec les enseignants s'arrachaient les cheveux parce qu'ils avaient l'impression qu'il ne faisait rien. Et donc, le fait de le recevoir, de faire le bilan et de parler avec son père et avec l'enseignant a un peu tout apaisé. Et puis vous dire aussi qu'il y a aussi des adultes qui, assez tard, réalisent que finalement, toutes leurs difficultés d'enfance, de scolarité, ont été sans doute ce haut potentiel qui n'a pas été reconnu. Et voilà, c'est aussi des questions que les gens se posent et ça aide aussi à cheminer que de reconnaître ça, même à l'âge adulte. Voilà. Merci Marie-Noël, et je passe pour terminer la parole. Tu peux nous remettre le diapo, s'il te plaît, Sandrine. La parole à Julie D'Agostino et à Sandra Suarez, qui sont toutes les deux neuropsychologues et qui vont, psychologues et neuropsychologues, qui vont mieux se présenter que ce que je peux faire. Et merci à elles. Alors, vous avez énormément entendu parler durant ces conférences, ces intervenants, d'un terme qui s'appelle l'hypersensibilité. Vous avez bien compris que cette hypersensibilité émotionnelle, elle est un peu au cœur de tout pour ces enfants en difficulté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ils ont une plus forte réactivité à une même stimulation émotionnelle. Alors, si vous en connaissez, vous allez tout de suite reconnaître ces enfants qui ont tout de suite les larmes aux yeux. Dès qu'il y a un événement un petit peu triste, là, on commence à sentir, ça peut être très très irritant. Les adultes, c'est même assez horripilant. Ou à l'inverse, quand ils sont contents, ils sont très très contents. Mais alors, vraiment très 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 contents. Et ils s'excitent beaucoup. Alors, il y a des aspects positifs. Depuis Damasio, on sait que les émotions sont en relation avec l'intellect et que ça participe justement à cette fameuse précocité intellectuelle. Pour certains, ses capacités d'empathie. Alors, l'empathie, c'est aussi positif et négatif parce que, évidemment, quand un enfant est capable de percevoir des émotions d'adultes, y compris du professeur, la maîtresse elle est un peu fatiguée aujourd'hui, vous devriez faire attention à elle. Ça peut gêner l'autre. Et ça peut aussi amener à des situations où l'enfant perçoit la détresse de ses parents et peut être amené à être tenté de protéger ses parents. Et donc parfois, il va se mettre dans une situation de s'inhiber lui-même pour protéger ses parents. Mais c'est dans les aspects positifs, moi je placerai aussi cette capacité, pour certains, à exprimer ces émotions extrêmement riches
par de l'art, par des capacités artistiques extraordinaires. Puis il y a les aspects négatifs, parce que évidemment, quand on est hypersensible, c'est une source de souffrance, de stress, et il y a une sensibilité accrue à la phobie. Et là, je fais une pause tout de suite, et le médecin va nous parler de la phobie. Tu avais dit, hein? Tu reprends un peu la phobie? Donc on va développer un autre aspect important à comprendre, c'est cette histoire d'estime de soi. Alors l'estime de soi, c'est lié à la confiance en soi. L'estime, c'est le jugement que nous posons sur ce que nous faisons par rapport à nos valeurs. C'est-à-dire, est-ce que ce que je fais est valable? La confiance en soi est plus reliée à un jugement par rapport à nos capacités. Est-ce que je suis capable de... bien sûr, l'un et l'autre se font en fonction des expériences vécues ou imaginées et comment elles sont ressenties. Et trop souvent, les deux sont dégradés. Parce que vous imaginez bien que chez un enfant très très sensible, qui se juge facilement, qui dramatise un petit peu trop son regard, il y a un risque que le regard qu'il porte sur lui-même soit dégradé. Et là-dessus, vous avez un rôle très important à jouer parce que l'entourage adulte, les parents, les professeurs, doivent être particulièrement attentifs à ça. Prévenir la dégradation de l'estime de soi. Bien sûr, vous allez me dire, pour ces enfants, comme pour les autres, hein, les autres enfants aussi, mais plus encore pour eux à cause de leur hypersensibilité. Ils ont besoin de reconnaissance et d'encouragement. L'enfant, il a souvent une autocritique extrêmement importante. Et donc, ce qu'il perçoit de lui est très souvent insatisfaisant. Par exemple, ça va être les premiers à dire qu'ils ont échoué à un contrôle, alors qu'au final, non, tout va bien. Parce qu'ils vont toujours percevoir ce qui leur manque. Plus on est capable de percevoir des choses, et plus on va être capable de percevoir nos limites et l'immensité de ce qu'on sait pas. Donc, l'enfant construit aussi son estime de soi en fonction d'un paramètre que là, vous ne maîtrisez pas du tout, qui est celui de la comparaison avec ses pairs, avec ses camarades, avec ceux qui ont le même âge ou qui sont proches de lui. Et là aussi, ça va être en fonction de son degré d'acceptation ou de rejet social. Et malheureusement, en milieu scolaire, puisque nous mettons nos enfants pour les instruire dans des grands groupes, il va y avoir des risques assez importants pour que ça se passe mal. Comme les autres, ces enfants ont tendance à se conformer à ce qu'on attend d'eux, consciemment ou pas. C'est le fameux effet Pygmalion. Alors, qu'est-ce que c'est l'effet Pygmalion? C'est quelque chose, si vous avez compris ça, vous aurez compris un petit peu un point vraiment majeur de ces enfants. C'est une sorte de prophétie autoréalisatrice qui désigne l'influence de la vie de quelqu'un sur une autre personne. En général, la vie d'une personne qui a autorité, un professeur, un parent. Cette idée, elle nous vient d'un professeur en sociologie qui s'appelait Rosenthal, un professeur américain. La première fois, il faut absolument que je me raconte, la première fois, il a fait ça avec des rats. Il a pris des rats génétiquement identiques, il les a séparés aléatoirement en deux groupes, le groupe A, le groupe B, et puis il a fait croire à ses étudiants qu'un des deux groupes était un groupe génétiquement exceptionnel. Ces rats-là étaient capables de faire des choses fabuleuses. Et l'autre groupe, c'était un groupe de rats attardés. Ils étaient totalement débiles. C'est ce qu'il leur a fait croire. Il a fait croire ça aux étudiants. Les étudiants ont fait passer des tests aux rats et devinez ce qui s'est passé. Les rats exceptionnels ont mieux réussi les tests que les autres. Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, inconsciemment, les étudiants ont mieux traité les rats qu'ils pensaient exceptionnels. Ensuite, ils ont fait ça à l'école. Je pense qu'en France, le comité d'éthique n'aurait jamais laissé passer. Aux États-Unis, c'était passé à l'époque. Ils sont allés dans une école avec des enfants défavorisés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait passer des tests à tous les enfants, et ils ont obtenu des niveaux moyens, normaux.
Et ils en ont sélectionné totalement au hasard 20%. Ils ont fait croire aux maîtres de ces enfants, professeurs, que ces enfants-là, ces 20% d'enfants, présentaient des prédispositions particulières et qu'ils avaient vraiment des chances de décoller au cours de l'année. Et les autres, rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis à la fin de l'année? Eh bien, les 20% d'enfants choisis au hasard ont rempli les prédictions qu'on avait posées sur eux, c'est-à-dire qu'ils ont eu des meilleurs résultats. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos attentes d'adultes préfigurent d'une certaine manière du résultat. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je vous explique ceci pour les enfants à haut potentiel? Parce que cet effet Pygmalion, il est valable pour tous. Mais vous allez bien comprendre que ces enfants qui ne sont pas reconnus vont se conformer à des attentes en dessous de leur potentiel. C'est ça qu'on appelle l'effet Pygmalion négatif. L'enfant va inhiber son épanouissement pour ressembler aux autres et aussi pour ressembler aux attentes qu'il pense qu'on a de lui. C'est en réalité une forme d'adaptation. Il va s'adapter à ça et comme ça, il se fera moins rejeter. Mais évidemment, c'est au détriment de son épanouissement. Donc, tu vas nous parler de l'anxiété? Moi, je vais vous parler de mes observations dans des séances avec les enfants, et plus particulièrement l'anxiété ressentie par un grand nombre d'enfants au potentiel. Comme on l'a vu, une des particularités des enfants, de ces enfants-là, est leur grande vivacité d'esprit, avec des associations d'idées non maîtrisées, parfois automatisées, qui sont incapables de les décortiquer, d'expliquer mais comment on en est là, c'est très compliqué. Et ces pensées peuvent les emmener vers des idées anxiogènes, d'autant que leur compréhension très fine du monde qui les entoure n'est pas souvent bien gérée, avec ce qu'on a vu, la dysynchronie entre le développement cognitif et psycho-affectif, qui peut conduire par exemple à une surestimation des dangers. Ils peuvent apprendre, une histoire sur un volcan, et puis ils n'ont pas l'affectif nécessaire pour prendre le recul et se dire non, ça n'arrivera pas à moi, etc. Ces associations vives de pensées anxiogènes peuvent conduire à des troubles anxieux. Je ne dis pas tous, mais ça peut conduire. Et c'est souvent ce que je vois arriver dans mon cabinet, en tous les cas pour ces enfants au potentiel. Certains enfants présentent des troubles phobiques, c'est-à-dire la phobie c'est une peur irrationnelle en lien avec une situation ou un objet. Il faut savoir que ces peurs sont très fréquentes dans la vie psychique normale de chacun, mais elles deviennent pathologiques lorsqu'elles prennent une grande place et deviennent envahissantes. Chez certains enfants, pas les mêmes d'ailleurs, il existe des troubles anxieux généralisés qui sont ni en lien avec un objet ni une situation, mais qui se retrouvent lors des moments de la vie quotidienne. Par exemple, un enfant qui va avoir absolument besoin de savoir comment sa journée va s'organiser, et si quelque chose arrive qui n'est pas prévu, ça peut être très compliqué à gérer. Et différents aspects comme ça de la vie quotidienne vont être source d'anxiété. On peut noter chez certains enfants l'apparition de TOC qui se caractérise par la présence de pensées très angoissantes, et pour y faire face, ils mettent en place des rituels. Par exemple, si je fais un propre le tiroir, eh bien, cette pensée-là n'arrivera pas. Donc, c'est une sorte de petite pensée magique. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qui peut être proposé aux enfants. Tout d'abord, il s'agit de les aider à comprendre leurs ressentis, tant dans leur corps que dans leur tête, à nommer leurs émotions, à se comprendre, à se connaître. Une fois que cette partie-là est à peu près réalisée, on va les aider à gérer leurs pensées, parce qu'on a bien vu que ces idées anxieuses proviennent de ces associations d'idées non maîtrisées. Et en gérant ces pensées, l'enfant va avoir la possibilité de gérer ses émotions. Donc, on utilise pour ça des méthodes assez ludiques. Souvent, ils les détournent parce qu'ils ont un potentiel créatif assez fantastique. Mais en tous les cas, ce que je peux observer, c'est que très rapidement, ils comprennent le sens, et puis très rapidement, c'est-à-dire que
au bout de quelques minutes, ils savent vers quoi je vais les emmener. Et ça, c'est vraiment une particularité qui leur sont propres, parce que pour d'autres enfants qui ont des troubles anxieux, c'est quand même plus compliqué à comprendre. Pour certains enfants, il y a des difficultés à se détacher de ce mécanisme anxieux. Et alors là, il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il a des difficultés. Est-ce que ce mécanisme anxieux peut attirer l'attention de son parent? Est-ce qu'il y a différents facteurs qui peuvent un peu bloquer ce type de prise en charge? Et là, alors, une thérapie un peu plus analytique est proposée. Il y a l'accompagnement aussi des parents, qui est très important, parce que quand on donne des méthodes cognitivo-comportementales aux enfants, c'est bien joli entre nos quatre murs, mais l'intérêt, c'est que ce soit repris à l'extérieur, donc que les parents puissent comprendre ça. Et aussi l'accompagnement des parents, parce que certaines attitudes, bien que bienveillantes et naturelles, peuvent conduire peuvent être porteuses d'anxiété. Voilà. Donc un petit peu ce que je peux vous proposer et vous dire par rapport à l'anxiété. Diapositive suivante. Là, vous rentrez un petit peu à l'intérieur d'un cabinet de psychologie, et là, je vous présente un peu en vrac et pas rangé le genre de choses qu'on peut faire. Il faut bien que vous compreniez qu'il n'y a pas une façon de faire. En psychologie, il y a autant de façons de faire qu'il y a d'enfants, parce qu'on doit adapter ce qu'on fait à chaque enfant, évidemment. Et puis, il y a une autre chose qui est extrêmement importante, c'est la relation. La relation entre le psychologue et l'enfant doit être bonne. Il y a certaines choses qui vont convenir à certains enfants et pas à d'autres. Et c'est pas parce que la relation elle est très bonne entre le psychologue et les parents de l'enfant que ça va marcher avec l'enfant. Hein. C'est vraiment avec l'enfant que ça doit aller. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut commencer par aider l'enfant à se comprendre lui-même, ce qu'on appelle la métacognition, à comprendre comment il fonctionne, pourquoi il se sent différent, quels sont ses modes de fonctionnement, et ça on peut faire après un bilan, justement à partir du bilan, de façon à aider l'enfant à prendre conscience de ses forces, mais aussi de ses faiblesses. On peut l'aider à travailler sur ses émotions et à trouver d'autres ressources, à poser des mots sur ses émotions, à les identifier, et lui apprendre à trouver des ressources pour les gérer. On peut travailler sur l'estime et la confiance en soi avec une petite méthode qui vient du Canada et qui est assez efficace, qui est le renforcement positif. Le renforcement positif, moi je le propose assez souvent aux familles. C'est important que les familles comprennent qu'on ne peut rien faire sans elles. Aider un enfant qui a des soucis, ça ne se passe pas uniquement dans le cabinet du psychologue. C'est évident, c'est au jour le jour, c'est les personnes qui l'accompagnent tout le temps. Donc nous, on est là pour faire décoller les choses et aider les parents à l'aider. Donc le renforcement positif, c'est bien à l'intérieur de la famille pour l'instant. Il s'agit de méthodes pour aider l'enfant à identifier tout le bonheur qu'il peut tirer des bonnes choses qu'il est déjà capable de faire. Et puis, on va l'aider aussi au niveau de ses relations avec les autres quand elles sont conflictuelles, lui apprendre un petit peu à se poser, à comprendre les autres et parfois à pénétrer un petit peu dans les codes sociaux, ces choses qui ne sont jamais dites, qui ne sont jamais logiques, mais qui sont pourtant extrêmement importantes pour beaucoup d'enfants. Et on va l'aider aussi, dans d'autres cas, à lui apprendre des méthodes pour se relaxer, pour lâcher prise. Diapositive suivante. Alors, beaucoup de choses, mais ça, c'est des petites choses qui peuvent se faire à la maison. En gros, il n'y a pas, là aussi, il n'y a pas une seule façon de faire. La seule bonne façon, c'est celle qui parle à votre enfant. C'est celle qui lui convient, celle qu'il aura envie de prendre, de se saisir et que vous aurez envie de faire ensemble. Donc il y a plein de façons d'apprendre à un enfant à se poser, à lâcher prise, à être moins stressé. Ça, c'est des livres qu'on a trouvés dans le commerce